Et voilà, c'est parti. Je vais vous partager aujourd'hui donc ma 7e astuce pour avoir un sommeil ultra récupérateur. Et aujourd'hui, je vais vous parler des sucres, des hydrates de carbone, ce qu'on appelle des carbohydrates en anglais, et spécifiquement de deux types de familles d'aliments. C'est les sucres lents, donc les féculents, typiquement le riz, et l'autre, c'est une autre famille qu'on consomme beaucoup, en tout cas pour la plupart, c'est, je vais prendre les deux en main, l'alcool et le riz et les féculents. Le riz, c'est un exemple, mais j'aurais très bien pu prendre les pâtes, etc. Et donc, on va commencer par les féculents. En fait, sur cette vidéo, je voudrais vous montrer un peu les trucs et les astuces, donc du coup, en introduction, pour pouvoir utiliser ces deux familles d'aliments ou continuer à les utiliser pour que ça impacte le moins possible votre sommeil, voire même que ça puisse aider, en tout cas pour la famille des féculents, puisque l'alcool, c'est clair que ça n'aide pas. Mais commençons par les féculents, comme ça on fait les choses un peu dans l'ordre. En fait, les féculents, ce qui est très compliqué à comprendre, et honnêtement, j'ai pas encore levé totalement le doute par rapport à ça, mais je peux vous éclairer en tout cas sur certains tips, sur certains trucs et astuces, toujours basés sur ma propre expérience. Mais ce qui est compliqué, c'est que les experts disent tout et son contraire. Il y a beaucoup d'experts qui disent, en fait, comme un peu en nutrition et comme sur l'alimentation, il y a énormément de gens qui se contredisent, et même des experts du plus haut rang, des grands scientifiques, enfin, de ce qu'on appelle les grands scientifiques, ou les experts ou les spécialistes. Certains disent qu'on a besoin d'hydrates de carbone. Donc les hydrates de carbone, c'est les sucres. C'est la grande famille des glucides ou des sucres, dans lequel il y a les sucres rapides et les sucres lents. Et moi, aujourd'hui, je vais spécifiquement parler des sucres lents qu'on trouve en fait dans la pâte à pizza, dans le riz, dans les pâtes, dans le boulgour, dans le quinoa, dans tous les sucres en fait lents, Et dans les sucres rapides, on a toute la famille des sucres transformés, les boissons sucrées, etc. Et aussi l'alcool, etc. Enfin, ce genre de choses-là qui sont encore plus mauvais pour la santé, Mais donc ça, c'est les deux types de sucres. Et le terme technique pour les sucres, c'est les glucides. Et encore plus généralement, on parle d'hydrates de carbone. Et en anglais, on appelle ça carbohydrates. C'est hydrate de carbone en fait en anglais. Et parfois le terme plus court, raccourci qu'il y a sur l'arrière des paquets que vous pouvez voir parfois, c'est intéressant pour ceux qui achètent parfois des paquets en anglais ou etc. On voit, voilà, bon là c'est en flamand, mais il y a marqué Koolhydraten / glucides, excusez-moi pour l'accent, mais donc c'est hydrate de carbone ou carbohydrates / glucides. Et parfois il y a marqué carbs. Et les carbs, en fait, ce sont les sucres ou ce sont les glucides. Donc ça, c'est juste un petit préambule, juste pour comprendre un peu, pour pouvoir se repérer sur l'arrière des paquets pour regarder, Mais donc, en fait, les féculents, c'est quoi ? Ce sont essentiellement des produits issus de l'agriculture. Donc, ce sont des végétaux, mais qui sont plutôt sous la forme de graines issues du blé, de l'orge, du malt, du riz, du boulgour, du quinoa, de toutes ces choses-là. Et on peut en faire avec fermentation de l'alcool, c'est comme ça qu'on fait de la bière par exemple, mais ça ce sera la deuxième famille des aliments des sucres en fait dont je vais parler plus tard dans la vidéo. Et la première famille, c'est tous les sucres lents qu'on consomme dans notre alimentation matin, midi, soir, comme des flocons d'avoine, comme du boulgour, du quinoa, des graines de chia, du riz blanc, du riz long, du riz brun, du riz rouge même, j'ai testé récemment. Ici, c'est du riz basmati blanc, du riz thaï, mais il y a aussi de la pâte à pizza, du blé aussi, il y en a qui mangent du blé, et des pâtes, évidemment, pour ceux qui aiment bien manger la cuisine italienne, Et toute donc cette famille de types de féculents, il faut savoir comment les utiliser. Et de nouveau, ce qui est très compliqué, c'est qu'on dit tout et son contraire. Certains experts, pour vous résumer, si je dois synthétiser un peu la contradiction gigantesque qui se passe sur les féculents aujourd'hui, qui est cristallisée dans le sujet de la nutrition, et notamment pour le sommeil, puisque je vais essayer de rester quand même un peu structuré, et le but de cette petite série cette petite série de vidéos, c'est toujours de parler du lien sur le sommeil et des impacts positifs, de tout ce qu'on peut faire pour pouvoir impacter positivement son sommeil. Et donc, ce que les experts disent, si je dois résumer la chose, c'est certains disent que avoir des féculents, donc par exemple du riz, évidemment en dose modérée, avant le sommeil, donc au repas du soir, c'est bon pour l'endormissement et il y a un effet un peu endormant, un peu décompressant et un peu, en fait d'une manière générale, ça moi je trouve que c'est vrai et ça colle avec mon expérience, c'est que des féculents, et surtout quand on en consomme beaucoup, ça pousse en fait à un mode de vie sédentaire.
C'est-à-dire qu'en fait, ça nous donne pas énormément d'énergie, en tout cas quand on en consomme beaucoup, et surtout le soir, après une grosse journée de boulot, de sport ou de n'importe quoi, mais ça pousse un peu en fait au repos d'une certaine façon et à mener une vie de sédentaire, voilà, pardon, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire de ne pas bouger de chez soi, de s'asseoir dans son canapé. On a d'ailleurs le ventre parfois un peu gonflé, et on recharge ses batteries, en tout cas pour ceux qui le pensent de cette façon-là. Et donc, il y a certains experts qui disent que ça aide à l'endormissement, d'en prendre à raison modérée le soir. Et d'autres experts, évidemment, plus des tenants ou des experts ou des spécialistes ou des gens qui prônent un régime pauvre en sucre ou sans sucre, voire même carnivore ou régime du lion, comme ce que j'ai documenté en janvier. Et ça, ce sont des choses auxquelles je suis assez au courant, même si je ne suis pas spécialiste non plus, mais j'ai une certaine expertise de par mon expérience par rapport à ça, et mes lectures et les podcasts que j'ai pu faire, par exemple avec Charlotte encore l'autre jour. J'ai fait un 2e épisode qui va sortir bientôt là-dessus, etc. Donc, j'en comprends certaines choses, et tous ces défenseurs du régime pauvre en sucre ou sans sucre, carnivore, cétogène, keto, etc., bien évidemment, eux, ils pensent qu'on a un sommeil optimal quand on coupe soit quasi totalement, soit même totalement dans les sucres, dans tout type de sucre rapide, mais aussi sucre lent, féculent, comme le riz, etc. Et je dois dire que je suis d'accord aussi. Moi qui ai fait l'expérience carnivore en janvier, tout le mois de janvier, et à 2 autres reprises plus tard, précédemment dans ma vie, pendant plusieurs mois, eh bien, je dois le dire qu'en tout cas au début, pendant les 2-3 premières semaines en janvier, je l'ai documenté d'ailleurs sur cette chaîne YouTube dans les vidéos de début et de mi-janvier. Vous pouvez aller retourner voir si vous voulez voir quand je partageais un peu mes effets positifs et négatifs. Mon sommeil était excellent alors que je coupais totalement dans les sucres et que j'avais plus du tout de féculents, chose que j'avais quand même à raison modérée ou légère dans mon ancien régime que j'ai repris maintenant aujourd'hui depuis début février, qui est un régime plutôt animal-based. Et based, c'est pas beast, au cas où, parce qu'il y a eu un commentaire par rapport à ça. Based, ça veut dire basé, donc basé sur des produits animaux, mais auxquels on rajoute encore un peu de fruits, possiblement un peu de légumes, mais ça dépend un peu de lesquels. Et moi, comme j'ai une définition un peu souple du régime animal-based, je rajoute un peu de féculents. Mais donc du coup, certains experts disent que des féculents à raison modérée avant le sommeil, ça aide à l'endormissement et au sommeil, qualitativement, quantitativement aussi. Et d'autres experts qui prônent un régime pauvre en sucre ou sans sucre disent que ça aide au sommeil de ne pas avoir de féculents et de couper totalement dans les sucres. Et je veux dire que je suis d'accord avec les deux, c'est pour ça que c'est flou et que j'ai pas encore tout à fait levé le doute sur cette question, mais je dirais que ça dépend un peu de son usage. Et moi, toujours basé sur mon expérience, donc de nouveau là, c'est vraiment pas un point de vue d'expertise duquel je parle, mais il y a quand même des trucs et des astuces pour pouvoir en fait les utiliser tous les deux. Ces deux idées, en fait, ces deux principes qui sont contradictoires, mais qui semblent tous les deux fonctionner. Bon, pour le dire simplement, quand on fait un régime pauvre en sucre, voire même quasi totalement sans sucre, typiquement un régime cétogène ou carnivore, eh bien, je trouve que ça améliore le sommeil, en tout cas au début, à voir si ça se prolonge sur le long terme pour tout le monde, mais je pense que ça fait sens avec la littérature, avec la théorie et avec ce que les gens partagent dans leurs témoignages. Il suffirait juste, je dirais, de bien faire ces régimes pauvres en sucre et sans sucre, chose que moi je n'ai pas totalement bien fait, et spécifiquement par rapport au gras. En fait, toute l'idée des régimes pauvres en sucre et sans sucre, c'est de couper le sucre, en maintenant les protéines très très hautes évidemment, mais de couper le sucre et d'augmenter le gras, au lieu de manger peu gras et très sucré, ce que les gens mangent dans un régime, je dirais, plutôt standard. Donc c'est en fait l'inverse du SAD, de la fameuse Standard American Diet, du régime typique américain, mais même aussi occidental et de nos pays aussi européens, même s'il y a des petites différences. C'est on coupe complètement dans les sucres, rapides mais aussi lents, soit quasi totalement, soit totalement, et on remplace pour quand même avoir de l'énergie, cette source d'énergie par des lipides, à raison modérée, voire même plutôt haute, et surtout en période de transition au début. Et les protéines restent idéalement très hautes, puisque les protéines, ça a un autre effet, moins spécifiquement sur l'énergie,
même s'il y a aussi un effet sur l'énergie, mais c'est plutôt les blocs constitutionnels pour pouvoir garder sa musculature, et puis il y a plein d'effets par rapport à plein d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas une vidéo spécifique sur les protéines. Mais comme source d'énergie, c'est important de manger suffisamment gras quand on est dans un régime pauvre en sucre ou sans sucre. Et moi, ça a été un peu mon erreur. Attendez, je regarde parce qu'il y a Ambre qui vient de descendre, mais je crois que ça va, elle va pas nous interrompre. Mais donc, ce qui est très important, c'est que si vous optez pour un régime pauvre en sucre ou sans sucre, c'est de manger quand même suffisamment gras, parce qu'en fait, tout le principe de ces régimes sans sucre ou pauvres en sucre, c'est de changer la manière dont son corps fonctionne et utilise l'énergie, parce qu'on a tous besoin d'énergie, mais de changer sa source d'énergie et donc sa façon de consommer l'énergie, en utilisant et en consommant beaucoup plus de gras qu'on peut se trouver dans l'alimentation, mais aussi évidemment dans le corps par autophagie, puisque c'est un des autres principes sur lesquels repose ce type de régime-là. Et c'est important donc d'avoir suffisamment de lipides, suffisamment de gras dans ce type de régime, et moi ça a été un peu mon erreur de ne pas le faire suffisamment. Et donc je dirais, pour en venir au sommeil, c'est que si vous faites un régime pauvre en sucre ou sans sucre, mais que vous ne mangez pas assez gras, et donc pas sucré non plus, puisque c'est le principe des régimes pauvres en sucre, mais vous risquez d'abord de manquer d'énergie, mais ça va impacter négativement votre sommeil. Et moi, c'est ce que j'avais observé à la fin du régime carnivore, à la fin, pas au début, c'est qu'après 2 semaines, 2-3 semaines, mon sommeil commençait à devenir un petit peu moins bon. Je commençais aussi à perdre trop en masse grasse, c'est-à-dire que j'ai complètement séché, qui est aussi un des points positifs, mais il ne faut pas que ce soit trop des régimes pauvres en sucre ou sans sucre, c'est qu'en fait, on se vide de son eau, de son gras, et donc du coup, on s'assèche, le poids devient extrêmement régulier, on perd du poids, ce qui est très bien, mais si c'est trop, c'est pas bon. Et si c'est trop, si on a une masse grasse, donc un pourcentage de masse graisseuse qui est trop bas, par exemple en dessous des 7 ou des 6%, évidemment, ça dépend un peu des gens, mais à long terme, en tout cas, on peut le faire sur des périodes de 1 semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, par exemple pour des sportifs, pour préparer une compétition, mais si c'est à trop long terme, c'est difficilement tenable et ça impacte négativement son sommeil parce que quand on perd trop, on n'a pas suffisamment de masse grasse, eh bien en fait son sommeil, enfin son organisme, d'après ce que j'ai compris, se met toutes les heures ou toutes les heures et demie, plus ou moins, moi ça l'a fait un peu comme ça, en état de stress et il se réveille en fait. C'est-à-dire que vous dormez, mais par tranche d'heure et demie, et en fait c'est comme il n'a pas assez de réserves nutritives, il se réveille automatiquement pour vous rappeler sans doute, si mon interprétation est bonne, ben qu'il faut en fait aller chasser, aller manger, aller se nourrir, parce qu'il a trop peu de masse graisseuse, quoi. Donc je dirais, pour résumer, si vous faites un régime pauvre en sucre ou sans sucre, assurez-vous, surtout au début, d'avoir suffisamment de gras, parce que tout le principe, c'est de réduire les sucres, mais d'avoir quand même suffisamment d'énergie en consommant les lipides ou les gras. Et ça, de cette façon-là, je pense que vous pouvez impacter votre sommeil positivement, mais c'est une corde un peu sensible, auquel moi, j'ai un peu touché à la fin de mon régime carnivore négativement, parce que je manquais de gras, de lipides, dans un régime totalement sans sucre, à part que j'en avais un tout petit peu dans le lait, mais c'était quasi anecdotique. Et donc, du coup, mon sommeil était très bon au début, et puis il a fini par être impacté négativement. Donc ça, je dirais, c'est mon explication sur base de mon expérience, du bénéfice, mais nuancé ou limité, ou en tout cas à bien contrôler pour des régimes pauvres en sucre ou sans sucre. Ce qui est logique en fait, hein, les régimes pauvres en sucre, c'est basé sur des régimes, c'est basé sur le fait qu'il faut augmenter son gras, son taux de lipides dans son alimentation. Pour l'autre principe que d'autres experts disent et qui contredit le principe précédent que je viens de parler avec le régime pauvre en sucre, mais il y a d'autres experts qui disent, et ça fait sens aussi pour moi, mais ça dépend juste du type de régime que vous avez, ces autres experts disent que les féculents aident à l'endormissement quand c'est typiquement autour du repas du soir, le repas du soir, et quand vous n'en abusez pas, mais quand vous en prenez un petit peu, avec évidemment un taux de protéines, et ces experts-là évidemment mélangent ça aussi avec des fibres, c'est des régimes plutôt équilibrés et omnivores, mais avec un peu de fibres, pas mal de protéines, pour en avoir toujours suffisamment, ce qui est très important, je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, et ils disent qu'avoir des féculents, comme par exemple du riz, ça aide à l'endormissement. Et moi je trouve que c'est vrai. Le danger avec les féculents, c'est qu'on risque d'en abuser, et au lieu de se prendre une petite portion de riz, par exemple, avec son poulet, avec sa viande, avec son poisson et avec ses brocolis, ses fruits ou ses légumes en dessert, plutôt des légumes idéalement le soir, sauf si évidemment on a fait du sport et qu'il y a différents points de vue, bon ça dépend un peu, c'est des cas particuliers,
Ben, le problème, c'est que quand on prend un petit bol de riz, ben, on en a envie d'un deuxième, d'un troisième, et souvent on a tendance que le deuxième bol de riz va remplacer son taux de protéines, donc du coup on mange moins protéiné et plus glucidique. Et là, on court le risque, si vous voulez, non plus d'améliorer son sommeil avec cette dose modérée ou légère de féculents, qui, je le pense, améliore le sommeil, mais on risque d'impacter négativement le sommeil en mangeant trop sucré, trop glucidique, trop proche du sommeil. Et ça, je pense qu'on peut tous faire l'expérience, surtout ceux qui jouent un peu avec le taux de sucre dans leur alimentation et qui peuvent voir un peu l'avant et l'après. Si vous faites par exemple une mini-cure sans sucre ou pauvre en sucre, en coupant les sucres, et que vous reprenez un peu brutalement, comme moi je l'ai fait avec les pancakes au mois de janvier, j'ai documenté cette vidéo, c'était assez intéressant, et bien en reprenant les pancakes, mais je l'ai encore eu l'autre jour, c'est que j'ai été manger pour mon anniversaire avec mes parents au restaurant, et mon père a pris un dessert, ma mère a pris un dessert, moi je voulais pas en prendre un, mais je me suis dit, allez bon, c'est mon anniversaire, on y va, etc. J'ai pris une dame blanche, donc une glace vanille avec du chocolat fondu au-dessus, et ça fait exploser le taux de sucre, donc le pic de glucose, ça provoque un pic de glucose gigantesque dans le sang, et j'ai eu des problèmes à m'endormir le soir, parce que trop de sucre, un rush trop important, et en plus de sucre rapide. Par contre, si avec la viande que j'avais mangée juste avant, je regardais juste ma petite portion de riz, je pense que ça n'aurait pas impacté négativement mon sommeil, au contraire, ça l'aurait un peu aidé. Mais la difficulté, pour terminer sur ce deuxième point sur les féculents, c'est de ne pas en abuser. Mais je pense qu'à raison modérée, pour des gens qui mangent pauvres en sucre ou modérés en sucre, évidemment il ne faut jamais en abuser, ça c'est un des principes essentiels pour moi en nutrition et pour la santé générale. Mais pour ces gens-là qui ne veulent pas trop se prendre la tête, qui ne veulent pas faire des régimes cétogènes ou animal-based ou carnivores plus stricts et plus durs et plus pauvres en sucre, mais je dirais, continuez à prendre du sucre, évidemment pas de sucre transformé, les fruits à raison modérée, plutôt autour du sport si vous en faites, ce qui est évidemment idéal aussi pour la santé, et les féculents, c'est bien d'en prendre le soir, si vous avez évidemment ce type de régime, mais évidemment la clé c'est de ne pas en abuser et de bien veiller à avoir suffisamment de fibres, mais suffisamment aussi de protéines, voire même un ratio plus élevé que par rapport aux féculents. Donc les féculents, ça doit être une petite partie de son assiette, comme complément, si vous voulez. Et dans cette mesure, dans cette proportion-là, je pense que ça peut aider à l'endormissement. En tout cas, moi, je l'ai vécu, moi, je l'ai expérimenté quand je suis dans ces autres types de régimes un peu moins stricts et un peu moins modérés en sucre. Enfin, modérés, mais pas pauvres en sucre. Donc voilà pour les féculents. Maintenant, deuxième famille d'aliments, l'alcool. Donc là, j'ai une bière, j'ai du champagne, ça traîne dans mon frigo. J'en bois vraiment quasi jamais, voire jamais. Champagne, jamais non plus. Ou juste, je sais pas, un mariage ou une fête comme ça. Mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur l'alcool? Alors là, c'est plutôt l'impact négatif, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'impact positif de l'alcool sur le sommeil, sauf éventuellement, et ça c'est vrai que j'ai toujours voulu faire une petite vidéo là-dessus, il pourrait y avoir, il y a un effet, quand c'est vraiment à raison modérée, un effet décompressant, c'est-à-dire en fait déstressant, que ça inhibe le système nerveux, le fait de prendre ces formes de sucre que sont l'alcool, mais en plus avec cette fermentation et ce pourcentage d'alcool qu'on a, et évidemment avec des pourcentages, attendez, il y a un câble là, avec des pourcentages qui ne sont pas trop élevés, donc moi par exemple une bière, mais c'est vrai que il pourrait y avoir un effet, il y a un effet, je le pense, mais c'est vraiment un peu couper les cheveux en quatre. Mais ça reste intéressant. Quand c'est vraiment à une proportion, un ratio très modéré, il y a un effet un peu déstressant, déculpabilisateur, décompressant. Quand c'est vraiment une fois de temps en temps, un verre, et que c'est éloigné du sommeil, mais ça je vais y venir, pour en fait calmer, inhiber le système nerveux. Bon. Voilà, et je pense que c'est pour ça que ça fait sens que les cultures, les civilisations, tout pays confondu ou toute culture confondue, évidemment à l'exception de certaines, et à travers les âges et le temps aussi, l'histoire, utilisent l'alcool de façon parfois même thérapeutique à certains moments. Mais ça, c'est vraiment un cas de figure exceptionnel et je referai certainement une vidéo par rapport à ça. Mais c'est vraiment à prendre avec des précautions parce que la guideline, pour moi, principale, c'est que je dirais à 99%, à part vraiment pour ce petit pourcentage qui peut être intéressant, mais c'est une idée plus farfelue, même si je trouve qu'elle fait sens, à 99%, l'alcool il est mauvais pour la santé et donc il va impacter négativement votre sommeil. Mais donc du coup, ce que je voulais juste vous parler aujourd'hui, ce dont je voulais juste vous parler aujourd'hui par rapport à l'alcool pour le sommeil, puisque c'est toujours une vidéo sur le sommeil,
C'est comment utiliser l'alcool si vous voulez continuer à en boire, mais sans en abuser, et évidemment pour votre santé générale, mais pour que ça puisse, que votre usage, si vous voulez, quotidien, enfin idéalement plutôt hebdomadaire ou espacé, impacte le moins négativement votre sommeil. Ben en fait, le truc, c'est très simple, mais c'est plus dur à appliquer. C'est de pouvoir, en fait, si vous allez boire de l'alcool, vous allez être alcoolisé. Et on dit, évidemment, ça dépend de la morphologie, ça dépend du poids, ça dépend de beaucoup de facteurs aussi, ça dépend de si vous mangez une alimentation très sucrée, etc., de votre métabolisme, de si vous faites un bain froid, de votre façon de transpirer, de beaucoup de choses. Mais on dit que, par exemple, si je ne me trompe pas, mais de nouveau les experts me reprendront, une bière, si vous prenez une bière de 33 centilitres, eh bien, donc à 5% d'alcool, hein, une pils, c'est une bière classique, ça va vous mettre, une fois que vous l'avez bu, une demi-heure pour qu'elle sorte complètement, que l'alcool, enfin que vous allez débourrer, que vous n'allez plus être sous l'effet de l'alcool, et qu'il puisse sortir de votre système. Ben, je pense que ça prend une demi-heure, en tout cas, pour que vous soyez plus sous l'effet de l'alcool. Si je ne me trompe pas, quoi. Mais donc, en tout cas, il faut un certain moment. Et en fait, le pire pour le sommeil, c'est d'aller se coucher quand on est encore alcoolisé, en fait, sous l'effet de l'alcool, voire même complètement bourré, quoi. Et ça, c'est vraiment le pire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne dort pas. On est anesthésié, on est shooté, on est comme en blackout, en fait. Donc, en fait, on peut avoir l'impression de dormir, parce qu'après une grosse cuite, après une grosse sortie, ben, on tombe directement dans son lit, on est effondré, on est crevé. Mais en fait, on ne dort pas. Le fait de dormir, le cerveau est toujours actif. D'ailleurs, en dormant, avec le rêve et avec les différents cycles, le cerveau travaille. Le cerveau travaille énormément. En fait, c'est une récupération active. Sauf que, comme c'est sous un état modifié de conscience, vous n'avez pas l'impression qu'on travaille, que votre cerveau travaille, est actif, consolide sa mémoire et fait vraiment un travail, je dirais même cognitif, pendant son sommeil, et notamment pendant les heures de sommeil paradoxal à la fin de la nuit, mais pas uniquement. Et donc, en fait, c'est une illusion de croire que quand on est complètement bourré, qu'un verre d'alcool ou même plusieurs verres d'alcool vont nous aider à mieux dormir. C'est faux. Ça va nous aider à dormir, enfin, à se mettre à s'endormir, enfin, à tomber endormi, si vous voulez. Mais le sommeil va être beaucoup moins récupérateur parce qu'en fait, on ne dort pas ou on dort beaucoup moins bien. Et qualitativement, en fait, on dort même moins. C'est comme si on dormait à moitié, si vous voulez. Et donc, le pire, pour en venir au fait, c'est d'aller dormir sous l'emprise de l'alcool, alcoolisé. Et évidemment, c'est compliqué parce que souvent, quand on boit un verre d'alcool, voire même plusieurs, qu'on sort avec des copains dans un dîner, dans un bar, dans une boîte de nuit, peu importe, à une fête d'anniversaire ou n'importe, eh bien, souvent, ça se passe le soir. Évidemment, c'est plus conseillé que de boire le matin, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais donc, du coup, on va dormir juste après et en étant alcoolisé, et son sommeil est complètement ruiné. Et le conseil que je pourrais dire, mais évidemment c'est difficile à appliquer et moi-même j'ai du mal à l'appliquer, mais je voulais quand même le partager, comme ça vous en avez au moins conscience et dans une certaine mesure, si vous pouvez jouer avec ça, c'est intéressant pour votre sommeil, c'est de pouvoir avancer le moment où vous buvez de l'alcool. Donc je prends un exemple, admettons que vous prenez l'apéro, un apéro mangé, hein, pas d'alcool, que vous mangez le soir, et vous prenez un verre d'alcool dans un bar après avoir mangé relativement tôt, mettons que vous mangez vers 19h, 19h30 ou 20h, et vous allez boire un verre d'alcool à 21h. Vous buvez un verre d'alcool, mettons une bière à 21h, elle met, disons, une demi-heure, si on compte large, mettons même une heure pour sortir complètement de votre système une fois que vous l'avez bu, et en plus vous mettez un petit temps pour la boire, donc mettons que vous commencez à boire votre bière à 21h. À 21h30, vous avez fini de boire votre bière si vous buvez lentement. Et après, il vous faut une demi-heure, voire une heure. Donc à 22h30, l'alcool dans la bière est sorti de votre système. Et donc si vous allez vous coucher à 22h ou à 21h45, ça ne fait pas sens pour votre sommeil et ça va l'impacter négativement. Par contre, si vous voulez limiter la casse, allez dormir à 22h30, 23h ou 23h30, même si évidemment c'est à relativiser par rapport à l'heure du coucher, parce que vous allez perdre en heure du sommeil aussi et reculer votre fenêtre, ce qui n'est pas bon non plus. Mais spécifiquement sur l'alcool, l'idée c'est de boire quand on n'est plus sous l'influence de l'alcool. Donc dans une certaine mesure, si vous le pouvez, c'est une règle à respecter. Et il y a beaucoup de spécialistes de la nutrition qui sont par ailleurs très in shape, enfin je veux dire des grands sportifs par ailleurs,
Je pense notamment au fameux Peter Attia, à Andrew Huberman aussi, même si lui, il boit quasi jamais. Mais en fait, ces personnes-là, ils le disent, il y a plein de vidéos là-dessus ou de podcasts où il explique, etc. Et j'ai lu le livre de Peter Attia où il explique aussi, c'est très intéressant. Il explique que s'il boit un verre d'alcool, c'est très rare, c'est très modéré, c'est 1 ou 2 ou 3 verres maximum par semaine, j'ai oublié le ratio exact, mais il va faire en sorte de boire pas trop tard. C'est-à-dire qu'il va peut-être boire un verre d'alcool vers 6 heures, enfin 18h, 18h30, 19h, et il va se coucher à 22h ou 22h30, et donc du coup l'effet de l'alcool, enfin l'alcool sera sorti de son système quand il va s'endormir, et ça n'impactera pas négativement son sommeil. Donc voilà un peu la deuxième règle pour limiter la casse avec l'alcool, mais évidemment à pondérer avec l'heure du sommeil qui est importante aussi. Le but, c'est pas d'attendre 4 heures du matin que tout l'alcool que vous avez bu en début de soirée soit sorti de votre système, parce que sinon, vous dormez pas en fait. Donc voilà aussi quoi. Dernier point à considérer par rapport à l'alcool, et aussi par rapport à la première partie de la vidéo, par rapport au sucre lent, et en particulier aussi par rapport au sucre rapide dont j'ai pas trop parlé aujourd'hui, mais d'une manière générale, et je dirais ce point-là, je vais vous partager ce point-là en conclusion, c'est que un peu de sucre, évidemment si ce n'est pas sous la forme de l'alcool, mais un peu de sucre sous la forme de féculents le soir, ça peut faire sens pour aider à l'endormissement et le sommeil si et seulement si vous n'êtes pas dans un régime trop pauvre en sucre ou trop sans sucre. Donc ça peut être un outil, mais vraiment à contrôler pour que ça reste extrêmement modéré et pas abusé. Mais c'est vrai que ça peut faire sens. Par contre, d'une manière générale, que ce soit avec les féculents, mais aussi avec les sucres rapides, avec les glaces, et évidemment avec l'alcool, où il y a cet effet de l'alcool en plus que l'effet sucré, parce que je le rappelle, l'alcool est très sucré, avec tous ces sucres-là, le but c'est pas d'en abuser, parce que sinon ça va vous provoquer un pic de glucose trop important dans votre sang et dans votre système, et ça va ruiner aussi votre sommeil. En plus du fait que l'alcool spécifiquement nuit à la qualité de votre sommeil et en fait vous empêche de dormir d'un point de vue qualitatif, parce que je le répète et je termine là-dessus, le sommeil, c'est pas juste être anesthésié et être complètement perdre connaissance, si vous voyez un peu l'image, ou je veux dire comme en blackout. Le sommeil, c'est pas ça. Le sommeil, c'est une activité du sens du mot actif de récupération, mais sous un état différent de la conscience qu'on a en journée. Donc on n'est plus conscient de la même façon, mais le cerveau est actif, le cerveau travaille, et donc il ne doit pas être anesthésié et trop inhibé par les effets de l'alcool, sinon ça ne marche pas. Et le glucose, et le sucre en général, ne pas en abuser, certainement pas, pour protéger son sommeil, ça reste vraiment la base. Voilà un peu ce que je vous... Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Ce que je peux vous partager un peu sur la grande famille des sucres et le lien avec l'alcool. Je sais que c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est un peu contradictoire dans une certaine façon, mais ça dépend évidemment de son profil, de sa morphologie et de son lifestyle et de son alimentation. Et les réponses ne sont pas toujours noir ou blanc, il y a des choses qui sont nuancées. Et là, en l'occurrence, avec les sucres, c'est nuancé. Je sais que c'est une corde très sensible, et moi j'ai pas mal d'audience, et moi-même je prône un régime pauvre en sucre, voire même quasi totalement sans sucre, ça dépend un peu des profils et du lifestyle, mais je vais clairement dans cette direction. Donc quand je parle de sucre, c'est vraiment à raison très modérée et de ne pas en abuser avec beaucoup de nuances ou de bémols, mais pour être tout à fait complet et nuancé et relativiser les choses en fonction aussi vraiment de la diversité des profils qui pourraient potentiellement m'écouter et trouver ça intéressant. Tout le monde n'est pas carnivore, même si c'est une expérience très intéressante que je conseillerais vraiment à tout le monde. Donc je voulais un peu ouvrir le débat aussi et pour nuancer la chose en fonction des différents types d'alimentation. Tout le monde n'a pas un régime absolument sans sucre et je voulais montrer un peu les effets positifs et négatifs aussi, mais nuancés en fonction un peu de l'usage du sucre, soit du non-usage de sucre, soit avec un usage du sucre vraiment très modéré, mais qui peut trouver un certain bénéfice pour certaines personnes dans certaines conditions. Donc voilà, tout ça à prendre avec des pincettes. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est du courage. Je sais que je parle beaucoup, mais ça me tient à cœur vraiment de partager tout ça. Pour moi, ça marche, ça part de mon expérience et c'est important pour moi de vous partager tout ça. De nouveau, je suis pas maniaque par rapport à toutes ces règles dont je vous parle. C'est des choses que j'estime qu'il faut avoir conscience et qu'il faut avoir en tête pour pouvoir les utiliser
mais toujours de façon modérée. La santé, c'est vraiment d'un point de vue global que je la vois, et donc il y a toujours différents facteurs, comme la variable sociale, émotionnelle, l'envie, le plaisir, mais aussi évidemment le côté fonctionnel, l'énergie, et donc la santé, je dirais plus physiologique, la santé psychologique aussi. Et l'idée, évidemment, c'est de voir ça d'un point de vue global. Donc moi, ces règles-là, par rapport au sucre, par exemple, ben, je ne suis plus dans un régime qui est totalement sans sucre, même si, évidemment, je garde ça sous le coude et j'y reviendrai certainement dans ma vie, mais chacun a des envies, des objectifs différents, des profils, des dossiers médicaux aussi, médicaux différents. Donc, chacun fait aussi vraiment aussi comme il veut, et j'aime vraiment bien laisser les gens libres. Ça me paraît essentiel pour pouvoir se découvrir à sa façon. Donc, utiliser ces principes plutôt comme idéaux ou comme choses à être conscient de, quoi, à garder en tête, si je puis dire, sur votre étagère près de vous, mais sans en faire non plus un fromage ou une obsession non plus, parce que vous risquerez de pêcher dans d'autres dimensions de votre santé, et ce n'est pas le but non plus, quoi. Voilà, donc faites vraiment bien à votre sauce, mais ça me semble, en tout cas pour moi, ces principes font sens, donc voilà, à utiliser comme vous le sentez, mais sans en faire non plus une obsession non plus, comme chacun le sent et le souhaite, en fonction de ses objectifs, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Voilà, bon, je m'arrête là, j'ai assez brodé pour aujourd'hui, mais merci pour tout, et à demain. Ciao.